Nous sommes là aujourd'hui avec Marilyn Leonetti pour parler d'opéra, puisque l'opéra est un élément constitutif du patrimoine bastia. Bastia est une ville d'opéra depuis le XVIIIe siècle, et le premier théâtre de Bastia était plus tourné finalement vers l'opéra que vers la comédie. C'est vraiment autour de l'aspect opéra que le public bastien s'est formé, notamment à la critique. Et l'apogée de ce goût pour l'opéra, c'est au XIXe siècle, c'est avec la création du théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui, même s'il a été un peu abîmé par la Seconde Guerre mondiale. Et ce bâtiment a été construit justement pour accueillir de l'opéra du 19e, donc du bel canto. Donc notre rencontre aujourd'hui, c'est pour expliquer qu'est-ce que c'était que ce bel canto qui réunissait les foules passionnées de Bastia, prêts à s'étriper pour défendre une cantatrice. Et donc, c'est Marilyn Leonetti qui va nous expliquer tout ça. Alors, le bel canto, c'est tout un programme. En fait, souvent, on dit le bel canto comme si c'était un synonyme d'opéra. Hein, moi, j'aime le bel canto, ou j'aime le bel canto. Bon, en fait, pas du tout. Le bel canto, c'est vraiment une période très précise de l'art lyrique qui va se dérouler, on va dire, voilà, dans la première moitié du 19e siècle. Après aussi, mais on va aller déjà vers du romantisme, voilà, on le verra, on l'expliquera. Mais qu'est-ce que le bel canto? Alors là, d'abord, c'est ma spécialité. Alors moi, j'ai eu la chance d'apprendre vraiment le répertoire et le style du bel canto en Italie, puisque j'ai fait mes études de chant là-bas. Et comme ma voix, mon timbre, mon répertoire, eh bien, c'est le 19e siècle en Italie, et vraiment le bel canto. Donc, j'ai été vraiment formée là-bas par des spécialistes, et ça m'a donné le virus aussi, parce que le bel canto, c'est quelque chose quand même qu'il faut, qu'il faut quand même découvrir, parce que c'est un univers très esthétique, où la beauté, l'harmonie va être vraiment le but. Voilà. Le but du bel canto, c'est la beauté. Alors, allons-y. On va se lancer. Alors, on arrive de Mozart. Donc, on arrive de Mozart. Alors, juste pour vous donner... Alors, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans mes partitions, mais ce n'était pas gagné quand même. Hein. Alors, on a Mozart qui va faire par exemple des récitatifs. Faut un peu se remettre dans le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mozart, il va être donc à la cour. Hein, il va avoir affaire à des nobles, il va avoir affaire à un certain public. Il va mettre en scène des sujets plutôt mythologiques ou alors des sujets très aristocratiques entre guillemets. Et on va avoir déjà un style qui est dit d'ailleurs galant, c'est la musique galante. Et puis Rossini, qui lui, déjà est italien, c'est différent, voilà, est très bon vivant, on le connaît pour son tourne-dos, plus peut-être que pour ses opéras. Un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, et moi malheureusement j'ai plus la voix pour manger des tourne-dos que pour chanter du Rossini, mais ça peut m'arriver aussi. Donc, et qui va faire une transition après vers le bel canto italien. Mais on ne peut pas comprendre vraiment le bel canto si, à un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, chez Mozart, vous allez avoir ce qu'on appelle le récitatif. Alors, le récitatif, il sert de toute façon, depuis avant Mozart et jusqu'après au bel canto, il sert à faire avancer l'action. C'est-à-dire, on va faire avancer l'action en disant un texte un petit peu chanté, mais moins, qui va être un récitatif, et après on va exprimer des choses dans l'air qui va suivre, dans la musique qui va suivre.
Donc, on va déjà avoir le clavecin, parce que c'est ça les instruments chez Mozart, qui va accompagner des récitatifs comme ça. Et Susanne non vienne, sono ansiosa di saper come il conte accolse la proposta. Alors, je vous ferai grâce de mon style mozartien, parce que je ne suis pas du tout mozartienne, ma voix, voilà, elle fait ce qu'elle peut, là, dans Mozart. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très carré, de très posé, très propre. Voilà. Et très dépouillé aussi. Assez dépouillé, puisqu'il n'y a souvent que le clavecin. D'accord ? Et ensuite, on va arriver à l'air qui va faire ça, par exemple. Voilà. D'accord ? Avec un accompagnement qui est orchestral, avec un orchestre qui sera beaucoup moins important qu'après, hein, en nombre. Voilà. Donc, on arrive de cet univers finalement extrêmement, j'allais dire, propre, au niveau, en tout cas, écoute, quelque chose de très joli, très fini, très classique, hein, puisque Mozart, c'est du style classique. Voilà. On va arriver à Rossini, qui va commencer un peu à donner un coup de pied dans la fourmilière, et de ce style un petit peu, j'allais dire, je ne voudrais pas que ça soit péjoratif, hein, parce que de ce style, non, voilà, parce qu'après on va dire, ah, elle n'aime pas Mozart, non, pas du tout. De ce style, on va dire presque parfait, léger, clair, quelque chose de, même quand c'est dramatique chez Mozart, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, voilà. Donc, comme ça, on ne dira pas que je n'aime pas Mozart. Hein. Voilà, de l'ordre de la perfection. On va arriver un peu après chez Rossini avec de l'opéra bouffe, donc c'est-à-dire des opéras comiques qui vont faire rire. À l'époque de Rossini, il faut savoir aussi que le public va être dans la salle de théâtre et va commencer à manger pendant que faire son dîner-spectacle, pratiquement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que Rossini va beaucoup répéter les thèmes, parce que, en fait, les gens, ils discutent, ils mangent, ils boivent, ils se rencontrent, etc. Et que, finalement, eh bien, il faut un peu répéter, parce que, comme ça, finalement, ça va leur arriver aux oreilles. Donc, on change un peu, et d'époque, de mœurs, et de public. Voilà, le 19e siècle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'il y a eu entre-temps la Révolution française, beaucoup de choses qui bougent en Europe, et en histoire, la bourgeoisie qui arrive, finalement, qui arrive à son apogée. Hein. C'est l'importance, l'émergence de la bourgeoisie. C'est l'émergence de la bourgeoisie, mais il faut quand même garder à l'esprit que l'opéra, à ce moment-là, c'est du très grand spectacle, dans le sens où on va retrouver du public très varié. Très varié. Ben oui. Et par exemple, à Bastia, Jean-Christophe Litch, dans son ouvrage sur l'opéra, relève de mémoire, c'est un pêcheur qui est condamné à payer des places d'opéra à une personne avec qui il était en conflit. Donc c'est une amende en fait à laquelle il doit s'acquitter, et on est sur deux métiers qui sont absolument pas, ce ne sont ni des grands bourgeois, ni des nobles, ce sont des gens du peuple. Mais c'est sûr, parce que en fait, l'opéra, et je ne cesserai jamais de le dire, est un art populaire. Surtout là, il commence à être populaire. Là, ça va être une explosion au 19e siècle, avec le répertoire italien, la culture italienne, et en plus, par exemple, à Bastia, toute cette influence d'artistes, de troupes, là, on est dans un contexte qui est vraiment de l'opéra populaire, parce que c'est populaire. C'est un opéra populaire, c'est un opéra qui se développe bien aussi parce qu'il y a un bon outil, à Bastia, qui est au tout début un théâtre en bois, qui est à côté comme il a été construit par un gouverneur français, il est à côté de sa demeure, donc il est vers l'actuel lycée Jean Nicole. Et même Lady Elliot,
qui est la femme du vice-roi anglais, dit qu'elle trouve que ce théâtre en bois a une meilleure sonorité que certains théâtres italiens. Donc il y a aussi un outil qui va former l'oreille de ce public bastiais, qui va se précipiter pour écouter de l'opéra, et de l'opéra avec des compagnies qui sont réputées à l'époque. On voit arriver à Bastia des artistes qui font des grandes scènes italiennes. Et en plus, les sujets commencent à devenir aussi populaires, les sujets de l'opéra. C'est-à-dire, plus on va avancer dans le 19e, plus on va être proche des problèmes des gens qui viennent à l'opéra. C'est un peu comme... C'est parler de la vraie vie. Exactement, c'est un peu le cinéma de l'époque, le théâtre de l'époque, puisqu'il n'y a pas la télé, il y a... Voilà, hein, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie des gens. Donc, Rossini, donc il arrive donc de Mozart, et on va commencer à voir ça, par exemple. Ah, tiens, c'est un peu différent. C'est pas la même chose qu'à Mozart. On commence à dérouler quelque chose autrement à l'accompagnement. Et du coup, la voix, elle va avoir un autre rôle à jouer et une autre exigence aussi. Parce qu'on va avoir ça chez Rossini, par exemple. Par exemple. Et on va se dire, tiens, il y a une mélodie, la voix elle fait une mélodie, et en fait, il y a un accompagnement de l'orchestre dessous. L'orchestre, il commence à prendre un petit peu... à s'étoffer un petit peu, puisque voilà, il y a eu Beethoven qui a apporté beaucoup de choses au romantisme de l'orchestre, de la forme orchestrale, des symphonies, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'avec le bel canto, donc on y arrive au début du 19e siècle, avec Bellini et Donizetti, principalement au départ, surtout Bellini. On peut dire que Bellini, c'est le créateur, hein, le papa du bel canto. Eh bien, la voix va être considérée comme un instrument de l'orchestre, mais un instrument à cordes. Voilà, il faut s'imaginer qu'un chanteur, c'est comme un violon ou un violoncelle, ça dépend des tessitures, voilà, mais ça va être considéré comme un instrument à cordes. Un instrument à cordes n'a pas besoin de respirer, il déroule, n'est-ce pas, cette mélodie, et on va donner donc une importance immense à la mélodie. Une phrase musicale qu'on va dérouler comme ça, à l'infini presque, et qui est soutenue par l'orchestre, mais qui ne fait pas grand-chose, on va dire. L'orchestre ne fait pas grand-chose. Il va faire des choses seul, des ouvertures, voilà. Mais c'est le chanteur qui est considéré comme un soliste de cordes, d'instruments à cordes. Alors là, c'est une autre limonade pour le chanteur. Parce que là, il est à découvert. Et qu'est-ce qu'on va lui demander du coup? Eh bien, on va lui demander du beau. Parce que le bel canto, c'est parce que c'est du beau chant. Et donc, le beau chant, c'est le beau timbre. C'est des belles nuances. C'est savoir pourquoi on fait ces nuances, comment on fait ces nuances. Et surtout, ne jamais respirer. Voilà, on va lui demander un seul souffle. Et ce qu'on va créer, inventer en Italie, le canto legato. Alors, qu'est-ce que c'est que le canto legato? C'est chanter, lié. Hein, legato, ça veut dire lié. C'est-à-dire sans interruption dans la phrase, dans le mot, tout s'imbrique. Tout s'imbrique dans la phrase. Il n'y a plus... Je vais vous... Ça va être plus... C'est fluide en fait. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, par exemple, Castadi va donc s'étirer de Norme, qui est un opéra de Bellini. Donc, dans ce Castadi, vous allez voir, c'est très, très épuré au niveau de l'accompagnement. On va voir ça. Voilà. Donc, autant vous dire que vous sentez
assez nu sur scène quand vous devez chanter ça, ce genre de répertoire. Et dessus, on va mettre donc une mélodie. D'accord? Alors, le canto legato, comme je disais, au lieu de faire, si on fait normalement, comme on le faisait jusque-là, on aurait fait qui serait une chose assez simple déjà, voilà. Pour toi? Non, pas du tout. Il faut être sur son rail et surtout donner le plus beau timbre possible et changer de couleur en fonction de ce qu'on veut exprimer. C'est-à-dire que si dans le bel canto, toutes les notes ont la même couleur, comme dirait Maria Callas, c'est une grande barbe. Voilà. Mais alors, explique, qu'est-ce que la couleur, justement? Alors, la couleur d'un son, c'est la couleur du timbre. Et ça, bon, ça c'est un petit peu, voilà. On a celle qu'on a. Voilà, on ne peut pas vraiment changer. Et puis, mais on la met en valeur. C'est-à-dire qu'on peut moduler les harmoniques sur une note ou sur une autre. Et en tout cas, on ne respire jamais. Et comme disait ma répétitrice qui m'a tout appris en Italie, elle disait « tu respires au début et à la fin du morceau ». Voilà, c'est tout ce qu'on doit entendre. Tout doit être facile et beau. Bel canto. Et donc... Voilà, avec la possibilité de ralentir un peu, de faire un peu moins fort, de faire un peu plus fort, mais de faire tout ça en sachant pourquoi on le fait et sur quelle note on le fait. Bon, ça, je vous ai pris cet exemple-là parce que c'est un morceau très connu qu'on entend à la télé tout le temps. Mais c'est peut-être pas là où c'est le plus, d'ailleurs, évident. Mais c'est ça, le bel canto. Ça va être, pour chanter du bel canto, il faut avoir un beau timbre, des beaux piagnes et quelques neurones qui se connectent. Parce que sinon, c'est difficile de le transmettre. Et il faut beaucoup travailler sur les textes, sur les intentions. Et donc le bel canto, quand on veut bien le faire, c'est compliqué. Si on ne le fait pas bien, disons si on ne le fait pas dans ce style-là, donc comme elle disait, c'est une grande barbe, c'est-à-dire qu'on va s'embêter. Parce que ça va être d'une platitude atroce. Voilà. Et c'est Maria Callas qui va l'exhumer, ce style-là. C'est elle qui va le porter vraiment à son apogée. C'est elle qui va dire, regardez comment il faut chanter ça. Et c'est extraordinaire. Maria Callas, dans Casta Diva, dans la Norma de Bellini, bon, c'est une référence absolue. Et c'est surtout la première fois qu'on entendait chanter comme ça. Avec une telle... Quand vous entendez son timbre, il est chargé quelquefois de drame et quelquefois il va être tellement suave, doux, tendre. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'alors on fait vivre le personnage avec la couleur et l'intention musicale. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Parce que sinon, tel que c'est écrit, si on fait tout plat, alors le personnage n'y est pas. Il faut vraiment, c'est un instrument à cordes qui va vibrer plus ou moins, on va faire des notes très doucement, puis après elles vont s'enfler, et puis voilà, c'est vraiment de la dentelle. Le bel canto, c'est précis, ultra précis. Il n'y a que comme ça qu'on peut en tirer toute sa beauté et la faire partager. Donc c'est pas évident. Mais le résultat est là aussi, c'est que ça peut être vraiment tellement merveilleux de beauté. Ça va? Oui. Donc c'est Bellini qui va mourir d'ailleurs très jeune, le pauvre, mais en ayant fait déjà des chefs-d'œuvre. Et surtout,
vraiment, c'est lui qui a donné, en italien on dit dare il via, hein, c'est vraiment qui a donné le top départ de ce style. Après, il va y avoir Donizetti également, qui a fait des choses superbes. Et qu'est-ce qui va se passer dans le bel canto? Parce que là, il faut s'en parler. Bon, je me laisse un peu emballer avec le timbre, l'interprétation, tout ça, parce que ça me passionne. Mais il y a quand même des choses aussi techniques. Et au niveau de la musique elle-même, c'est-à-dire qu'on va passer du récitatif de Mozart qu'on a vu tout à l'heure, très nickel, nickel chrome, impeccable, où tout tombe comme ça avec le petit clavecin dessous, à un récitatif qui est là pour faire avancer l'action, donc qui va donner de l'importance au texte, mais qui va être totalement théâtralisé et totalement chanté dans le personnage quand même déjà, avec un timbre qui est autre que celui justement du canto legato. Là, on peut faire des choses qui ne sont pas liées. Là, on peut être triste, méchante, en colère, et le faire donner du caractère au personnage. Donc le récitatif est extrêmement important dans le bel canto. On ne peut pas le zapper parce qu'il fait partie vraiment du personnage à part entière. Donc il y a le récitatif, l'air et la cabalette. Ça, c'est la signature du bel canto en structure. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà. Je sais, je savais. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Je cherche. Bon, par exemple, hein. Alors, je tiens à souligner que je ne suis pas pianiste, je suis organiste. Donc, que je fais exactement ce que je peux pour m'accompagner déjà toute seule, ce qui est... Voilà, donc c'est juste pour vous montrer un petit peu comment c'est. Et par contre, vous voyez, par contre, mon piano, lui, il est 19e. Alors, moi, non, hein, je voyais déjà votre question. Merci beaucoup. Donc, lui, il est 19e. Donc, au niveau de la couleur, justement, ça va être, on va en parler tout à l'heure, ça va être la couleur c'est le piano de Verdi, la même marque que Verdi, donc qui est la deuxième moitié à peu près hein, du 19e, et pour vous dire que la couleur c'était ça aussi, même si, et ça c'est important, très important de le dire, il n'est pas accordé à 435 parce que le La de l'orchestre de l'époque c'était 435 et aujourd'hui c'est 440. Donc c'était très différent au niveau de la couleur. Mais c'était moins brillant. Aujourd'hui, on le met à 440, l'orchestre est plus haut. Donc du coup, les chanteurs ils sont obligés de chanter plus aigu qu'à l'époque. Et donc la couleur est différente, mais c'est pour que l'orchestre soit plus brillant, plus clinquant. Voilà. Donc il est 19e, mais accordé à 440, puisque quand je dois travailler mes rôles, je suis accompagnée par des orchestres à 440 et je suis obligée de... Voilà. Alors finalement, ce glissement, ça témoigne peut-être aussi du fait que la voix qui est considérée comme l'instrument, si j'ai bien compris, dominant de l'orchestre au moment où le bel canto arrive, c'est quelque chose qu'on a progressivement perdu pour faire remonter l'orchestre. Tout à fait. Dans le vérisme. On le verra tout à l'heure. Au début 20e, fin 19e, début 20e. Tout à fait, tout à fait. Et oui, et là, parce que l'écriture ne sera plus du tout la même. Là, on est dans une écriture qui est linéaire, c'est-à-dire ces grandes mélodies qui vont être extraordinaires, hein, parce que vous avez des mélodies qui vont rester dans l'oreille. Voilà, c'est vraiment très, comme on dit en italien, orecchiabile. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement mélodieux. Et donc très épuré finalement au niveau de l'accompagnement orchestral. Et après, ça va complètement, on va le voir complètement changer, effectivement. Donc, on a quoi? On disait récitatif, air et cabaret. Alors, qu'est-ce que c'est que le récitatif et le cabaret? Donc, le récitatif, c'est toujours pareil, mais évidemment, vous allez voir notre petit ploum, 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 comme je dis, du bel canto de Bellini, c'est-à-dire ça. Je regarde pour ne pas faire n'importe quoi quand même. Ah, on reconnaît le truc. Voilà. Donc, mais il va y avoir autre chose à dire. Il va y avoir quelque chose de plus... Attendez. J'ai une idée. Voilà, ça. Ça, c'est du Donizetti.
c'est du Donizetti, et nous avons ça. Ça, c'est le récitatif. Vous voyez qu'on n'est plus tout dans le clavecin de tout à l'heure. Carrément, là, il y avait quoi? D'abord l'orchestre, après la voix seule, et encore l'orchestre. Et puis après, ça va s'animer, il va y avoir vraiment des changements de couleurs dans le récitatif. Ça devient beaucoup plus dramatique, ça devient beaucoup plus théâtral. Le récitatif, il faut qu'il soit vraiment là pour investir le personnage. Donc plus du tout, beaucoup plus libre, pas du tout carré, comme c'était le cas à l'époque classique. Et puis ensuite, l'air. Alors l'air, on est à la maison, hein, puisque pour l'air, vous allez voir, on est là. Et on est là, et on va faire... Vous avez vu, on est encore à la maison, ploum, 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 et le canto legato avec une belle mélodie qui se déroule. Donc récitatif, air et cabalette. Alors qu'est-ce que ça va être la cabalette? Eh bien, c'est le moment où on va briller complètement. C'est-à-dire que d'un climat de romance, de romantique, de sentiment, on va passer à de la virtuosité vocale. Souvent rapide et très virtuose au niveau des vocalises, très vocalisante et très peu théâtrale. Là, par contre, on est là pour faire de la note au centimètre carré. Donc là, c'est de la gym. Là, c'est de la prouesse technique. Voilà, exactement. On passe d'un univers, comme on vient de le traverser, à quelque chose de, par exemple... Et là, on s'en fout du texte, on s'en fout du drame, c'est-à-dire que des fois, en rigolant entre nous, belcantistes, on se dit, bah, nous, de toute façon, dans le belcant, on meurt en faisant yam pam pam, yam pam pam. Voilà, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, là, il faut briller. Et on va faire des vocalises, des contre-notes à la fin. Voilà, ça va être du brillant, même si on est en train de mourir ou de tuer des gens. Ou, voilà, il n'y a aucun souci. Et on garde cette forme-là, récitatif, air, cabalette. De temps en temps, la cabalette peut être changée pour un duo avec un autre personnage. Et voilà, mais c'est quand même un peu comme dans le théâtre classique. Hein, c'est quand même assez réglementé. Donc, pour chanter du bel canto, effectivement, il faut le récitatif, la théâtralité, le timbre, les piagnes, et puis avoir ces 3 volets à chaque fois. Récitatif, air et cabalette. Et leur donner vie et leur donner sens. C'est ça, c'est le plus dur. En fait. Voilà, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que, justement, on peut s'ennuyer beaucoup. Parce que si on fait tout en virtuose comme on fait la cabalette, c'est intenable. Je veux dire, on s'ennuie, mais c'est terrible. Et si on fait tout de manière sentimentale, y compris la cabalette, on n'y arrive pas et on s'ennuie. Voilà, c'est mièvre. Et puis de toute façon, c'est rapide. Et puis on perd le côté brillant et le côté très différent de ces 3 volets. Donc nous sommes à peu près en 1850. Bastia est une ville qui connaît d'immenses bouleversements puisqu'elle entre dans le 19e siècle. Elle va avoir un nouveau port, elle va avoir un théâtre en dur et l'opéra, finalement, va être la marque culturelle de cette modernité bastiaise.
et cela va se développer encore plus par la suite, notamment avec Verdi.